Bonjour à tous, bienvenue au Téléstaff du mois d'octobre. On va pouvoir commencer tout doucement. Donc, je suis Vanessa Poutot, je suis l'infirmière coordinatrice en charge de la coordination des téléstaffs de l'ERVMA. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du care design. Alors, comment le design peut apporter aujourd'hui du positif dans le domaine de la santé? Qu'est-ce que c'est l'innovation en santé? Qu'est-ce que c'est le care design? Donc, pour répondre à ces premières questions, j'ai le plaisir d'accueillir Lisa Potier, qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, spécialiste en design, responsable recherche et développement chez Allogia Group. Donc, avant de lui laisser la parole, je vous rappelle juste que les micros sont coupés, on pourra les réactiver à la fin de sa présentation et vous pourrez à ce moment-là poser toutes vos questions. Et nous aurons en fin de téléstaff euh, Emma Sharif, qui est interne de gériatrie à la médecine aiguë gériatrique au CHU à Bretonneau, qui viendra de vous parler de sa thèse pour laquelle elle a organisé un questionnaire à destination des EHPAD pour recenser les organisations de travail autour des projets de soins, projets de vie des résidents. Donc, elle viendra vous en parler en fin de ce téléstaff. Voilà, et bien Lisa, je vous laisse la parole pour téléstaff à tous. Merci Vanessa. Bonjour à tous. Comme l'a dit Vanessa, donc je suis Lisa Potier, je suis designer de formation et docteur en sciences de l'information et de la communication. J'ai fait une thèse qui s'intitule Design et data vers des solutions opérationnelles au service des personnes âgées et de leurs proches aidants. Et donc j'ai réalisé ma thèse, donc c'est une thèse CIF que j'ai fait à la fois au laboratoire MICA de l'Université Bordeaux-Montaigne et au sein de l'entreprise Allogia Group. Allogia Group, dans l'entreprise dans laquelle je suis encore actuellement, je suis responsable du pôle recherche et développement conseil. Et je suis également membre du laboratoire des solutions de demain de la CNSA. Donc, ce laboratoire, c'est une instance qui est composée de plusieurs professionnels de domaines variés, euh, notamment des directeurs d'EHPAD, des directeurs de services à domicile, des médecins, des designers, des architectes, etc. Et donc, cette instance, elle a pour objectif de réfléchir à des outils et des solutions pour améliorer les conditions des personnes âgées. Et je suis également membre du consortium du projet PPR Autonomie, donc Programme prioritaire de recherche autonomie île aux seniors, qui est piloté par la CNAV. En ce qui concerne Allogia, pour vous présenter rapidement les missions que nous réalisons, donc on propose une chaîne de valeur de plusieurs services. Un premier service qui est un service numérique, qui est Reveal Care, qui est un outil qui permet de classer des populations ou des territoires en fonction de leur vulnérabilité liée à l'âge. Donc c'est un outil qui mobilise des bases de données publiques sur divers domaines. En fait, on a basé le modèle sur les déterminants de la santé de l'OMS. Et donc finalement, ça nous permet justement d'identifier des publics prioritaires ou des territoires favorables ou défavorables au bien vieillir des personnes. Ensuite, on propose aussi des missions plutôt de conseil stratégique. Donc là, c'est le pôle sur lequel j'interviens, le pôle R&D conseil, où là, on va être en accompagnement avec des bailleurs sociaux ou des collectivités ou des caisses de retraite pour construire des politiques ou des stratégies seniors. Et je reviendrai un petit peu plus sur ce sujet par la suite. Et enfin, on déploie aussi une offre de service via des ergothérapeutes qui font des appels de prévention et des diagnostics à domicile. Voilà pour ma présentation. Donc pour commencer, je vais revenir un petit peu sur les notions principales qui nous animent aujourd'hui. Donc ça va être une petite présentation sur le design, assez courte. Ensuite, une présentation du care, puis une présentation sur le design with care et le care design, et notamment la distinction entre les deux. Alors, je dirais d'abord que toute tentative de définition du design commence généralement par le même état de fait. Aucune définition du design ne fait consensus. Alain Findeli, un théoricien émérite du design, l'a écrit clairement en 1990 déjà, et je le cite: Quiconque a été confronté à l'enseignement du design admettra volontiers que proposer une définition satisfaisante du design est une entreprise plutôt risquée, voire impossible. Sa définition dépend en effet de si le design est considéré comme une idée, un savoir, un projet, un processus, un produit, voire une manière d'être.
Donc entre le design d'expérience utilisateur, le design de service, design d'espace, le design numérique, le design industriel, le design d'interface utilisateur, graphique, d'objets, thinking, marketing, les spécialités ne manquent pas. Le design à cheval entre la technique, la philosophie, l'économie, l'esthétique, l'art, l'ingénierie, la sociologie et encore d'autres disciplines. C'est un processus de conception qui met en œuvre qui permet le processus de conception mis en œuvre en design se modèle selon le sujet intéressé, le contexte et le designer. Et de plus en plus, le designer, dont les travaux sont immanquablement liés à un écosystème, à son écosystème, l'écosystème dans lequel il évolue, prend le rôle de connecteur de compétences. C'est ce que nous dit notamment la designer Michaela Denis. La particularité du designer est de s'entourer de sachants. Il ne lui incombe pas de savoir précisément comment réaliser de bout en bout un projet. Son rôle, d'après Michaela Denis toujours, est de transposer et concrétiser les défis à l'œuvre dans les différents secteurs. Un designer de service, par exemple, va pouvoir concevoir une application ou un dispositif numérique sans savoir développer, sans faire du développement informatique, sans savoir coder. Donc, il va s'entourer de personnes qui savent coder, mais lui n'a pas besoin de savoir coder. Et donc, il va travailler en interdisciplinarité. Pour Victor Margolin, auteur de World History of Design et professeur d'histoire du design à l'Université de l'Illinois à Chicago pendant plus de 20 ans, le design est concomitant de la société dans laquelle il vit et est lié à plusieurs disciplines. Le point de départ de tout projet de design étant l'identification d'une problématique, il est naturel que celui-ci évolue en parallèle de son époque. C'est certainement pour cela que depuis plusieurs années, on voit notamment émerger de plus en plus de travaux dans le design social, empreints des contextes climatiques, technologiques, politiques, sociaux. Le design tend vers des réflexions et des solutions en réponse à des enjeux de société. Il a pour ambition d'apporter une réponse nouvelle à un besoin social préexistant ou une réponse à un nouveau besoin social. Malgré la diversité des applications de la démarche design, le caractère centré sur les usages rassemble les pratiques. L'usage et par voie de conséquence l'usager sont des points de départ incontournables pour un projet de design. En cela, le design impulse une prospection basée sur une analyse théorique, notamment avec un état de l'art, un benchmark ou l'appui sur des connaissances scientifiques et empiriques, et également une pratique expérimentale. Le design questionne le degré d'intégration de la solution projetée dans son contexte. Il s'attache donc à la fois au présent, notamment au contexte dans lequel il va être intégré, et au futur, notamment via cette projection, ainsi qu'à l'individu usager ou bénéficiaire de l'objet ou du service, et au milieu dans lequel il va être utilisé, mis en place, y compris les interactions et les interacteurs qui le composent. L'usage est au cœur de chaque objet ou service en design. Il est le lien entre l'individu et l'artefact. De manière générale, on admet 6 grandes étapes fondamentales de design. D'abord, la première étape, c'est la compréhension des usagers et du contexte, qui nécessite de l'empathie et de l'écoute. Cette phase se matérialise par des observations, par des entretiens ou encore des focus group. On a voilà, une palette d'outils en design qu'on peut mobiliser pour arriver à ces résultats. Ensuite, à partir des données qualitatives qu'on aura collectées, le designer va pouvoir définir plus précisément une problématique qui donc sera issue des besoins identifiés à la phase d'avant. La définition de cette problématique va permettre la phase d'idéation. Il s'agit alors d'émettre des hypothèses, d'imaginer des pistes de solutions, de les comparer, de mesurer leur faisabilité et leur efficience. Et donc pendant ces phases, on peut également mobiliser les usagers ou les parties prenantes pour créer mettre en place une démarche de co-conception. Une fois les pistes de solutions stabilisées, le designer passe par une phase de prototypage. Donc d'abord, on fait des maquettes plutôt rapides, plutôt simples, et ensuite, plus on peaufine la solution et l'idée, plus on va sur des maquettes abouties. Et une fois que la solution est précisée, il y a une phase de test qui permet de mettre la solution en contexte, de la confronter à la fois aux usagers et à l'écosystème dans lequel elle doit être intégrée. Et ensuite, on utilise les retours usagers qui sont faits lors de ces tests pour ajuster la solution, l'améliorer
et avoir une solution qui soit plus ou moins finale et qui va pouvoir être implémentée dans son milieu. Alors maintenant que nous avons abordé très rapidement la définition du design, nous allons interroger la deuxième notion qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le care. Le care, ce terme anglo-saxon qui ne trouve pas son égal en langue française, qui est parfois traduit par prendre soin, s'occuper d'eux ou faire attention, est souvent utilisé tel quel. On garde souvent le mot anglais. Il désigne des potentialités variées, mais toujours dans de mêmes directions, celle de la sollicitude et du soin. Pour la sociologue américaine Harliel Hochschild, le care caractérise une relation d'aide, familiale ou professionnelle. Il désigne tout à la fois l'activité de soin à une personne qui en dépend et le souci de la réception de ce soin, sa singularité résidant dans cette combinaison affûtée de la compétence technique et émotionnelle. Le care est présent dans les réflexions scientifiques depuis plusieurs décennies. Introduit par Gilligan dans les années 1980 dans les débats sociétaux et politiques, puis largement exploré ensuite en sciences politiques par Tronto, notamment avec son ouvrage de référence, en philosophie par Sandra Laugier, Fabienne Brugère, Alice Le Goff, en psychologie par Pascal Molinier, en design par Sébastien Proux et Antoine Fenoliu par exemple. Cette notion apparaît de plus en plus dans le secteur privé et associatif. On parle notamment de la French Care, de la Care France, de Stan Care, 900 Care, Care Promotion, Dom Care, etc. Et dans les considérations politiques, mais parfois au risque d'un usage qui soit un peu superficiel, voire marketing. Si on revient à la notion initiale, pour Joanne Tronto, les activités essentielles liées à la pratique du care sont peu prises en considération, mal théorisées, peu encouragées et peu respectées dans notre société. Le care se définit par un souci fondamental de bien-être d'autrui et centre le développement moral sur l'attention aux responsabilités et à la nature des rapports humains. Gilligan met en lumière une voie morale différente qui s'émancipe de l'impartialité et de l'éthique de la justice pour s'appuyer sur des contingences contextuelles et sensibles. D'autres auteurs féministes, en particulier la philosophe politique Joanne Tronto, ont montré que par la suite, on montrait que cette voie différente n'était pas tant celle des femmes que la voie de ceux, ou plus souvent de celles, dont l'expérience morale est fondée dans les activités qui consistent à s'occuper des autres. Dans le dictionnaire de l'Académie de médecine, le care désigne à la fois les mesures et les actes visant à faire bénéficier une personne des moyens de diagnostic et de traitement. Donc là, on pourrait le simplifier en parlant de guérir, ainsi que le fait d'être ouvert à l'autre, lui permettant d'améliorer et de maintenir sa santé physique et mentale. Et donc, de veiller à son bien-être, puisque d'après l'OMS, c'est la condition de la santé, puisque l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Si le care intègre réflexion et débat sur le genre, l'aspect central qui nous préoccupe aujourd'hui sur la thématique du design a trait à la considération de l'expérience et du sensible, de ce qui se joue entre les individus à un moment donné, dans un lieu donné, comme facteur d'influence. Le care dans le contexte du vieillissement peut s'entendre comme une conception du prendre soin qui se manifeste par une prise en charge de l'autre à plusieurs échelles, santé, bien-être, sécurité, plaisir, et non pas seulement comme une réponse purement pragmatique à un besoin vital. Marketé, marchandisé, le mot care en France est exploité comme étendard de bonnes pratiques en matière d'accompagnement, parfois aux antipodes de sa définition. Et nous allons voir maintenant ce qu'est le design with care et les liens entre le design with care et le care design. Pour les enseignantes en design, Stéphanie Cardozo et Mélanie Bourda, le projet de design raconte une histoire, propose un scénario d'usage avec une expérience à vivre ou un service rendu. Il implique des interactions entre des usagers, des produits, des espaces. Comme le care, ces concepts lient l'individu dans toutes ses dimensions, physique, psychique, sensorielle, morale, sociale, etc. L'espace, là où ça se passe, et le temps. Et considère que le vécu d'une situation est instructif. Care et design prônent l'émergence de connaissances expérientielles, acquises d'une part par la cognition et d'autre part par le corps. Le corps de l'individu est acteur et récepteur.
Ainsi, care et design se rejoignent par cette considération de l'expérience de l'individu, de la valorisation de la situation. Ils ont en commun des valeurs morales au sein desquelles le bien-être des individus est prioritaire et la pensée systémique indispensable. À partir de situations singulières, de l'observation, de l'écoute, ces disciplines témoignent d'une responsabilité. Celle de celui qui pratique le care, celle de celui qui la reçoit, celle du designer, celle des parties prenantes intégrées au projet de design ou celle encore des usagers. Pour le designer Victor Papanek, le designer, en projetant des usages, influence les futurs comportements des individus. À ce titre, il est responsable des possibilités d'usage proposées par ces designs. Il a donc une responsabilité sociétale. À cela, Michel Adoni répond par un design qui projette le bien-être. Un design qui finalement doit, je la cite, doit assumer ses responsabilités en trouvant les modalités et les instruments de projet qui garantissent la satisfaction des besoins de tous. Pour ces deux praticiens, le designer, comme la pratique du care, doit démontrer une attention à l'autre. Notons que l'éthique du care tend à valoriser les qualités d'attention à l'autre et les activités d'attention. Pour les spécialistes du care, la perspective du care ne recouvre donc pas une théorie qui serait la théorie du care, mais désigne une approche multidisciplinaire, centrée sur une manière de voir la vie ordinaire, le social et le politique, à partir d'une prise de conscience de notre vulnérabilité en tant qu'être humain, de l'importance de nos interdépendances et de nos attachements. Donc ces liens préexistants entre design et care ont favorisé l'émergence du design with care et du care design. Alors le care design désigne le design concentré sur les services et produits du domaine du soin, matériel d'hôpitaux, services de soins, aide technique, etc. Il se positionne essentiellement sur le développement de produits ou services en faveur de publics vulnérables avec pour objectif de redonner ou donner de l'autonomie ou des capacités, d'améliorer le bien-être, de fluidifier les organisations ou encore de revaloriser des pratiques ou des savoir-faire. Donc le care design est vraiment dans le domaine du care. Le design with care, par contre, désigne un design qui intègre les éthiques du care. Pour Antoine Fenolio, le design with care est un design, je le cite, responsable, intégré dans un environnement dont chaque aspect est considéré, notamment les aspects économiques, sociaux, naturels, etc. Le design with care soutient à la fois la posture responsabilisante du designer et la nature indispensable de l'expérience de l'usager. Il peut s'appliquer à des domaines éloignés du soin. Le design with care est une méthode de conception créative basée sur les usages et sur la prise en compte des fragilités individuelles, sociétales et environnementales. Le care design et le design with care réaffirment les motivations écologiques et sociales du design. Pour Sébastien Proux, donc le professeur agrégé de design dont je parlais tout à l'heure, le design participe à nourrir les développements et les connaissances sur le problème du bien-être des populations vieillissantes. Auteur d'une thèse sur le design centré usager, Sébastien Proux montre dans ses travaux comment le design porté sur le service et l'usager se réoriente au-delà de ses préoccupations classiques, comme la fonctionnalité ou l'ergonomie, vers des préoccupations plus sensibles et abstraites, telles que le confort, le plaisir, l'utilisabilité ou l'aisance. Et donc on en arrive à la seconde partie de cette présentation, qui est le contexte particulier de la gérontocroissance. Alors on va commencer par s'intéresser au phénomène de vieillissement de la population, puis aux besoins spécifiques de la population vieillissante et enfin aux défis liés au vieillissement. En France, depuis les années 70, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus augmente de manière très importante. C'est ce qu'on peut voir notamment sur la pyramide des âges qui est affichée à l'écran. Aujourd'hui, la France est face à un phénomène démographique inédit, car nous n'avons jamais vieilli aussi longtemps. En 1920, la France comptait 3,5 millions de seniors. En 1970, 6,5 millions, donc pratiquement x2. Et en 2018, 13,1 millions, donc encore une fois, presque x2. Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène de vieillissement de la population. D'abord, c'est l'arrivée au grand âge des baby boomers, donc c'est les personnes qui sont nées entre les années 1945 et 1960. Donc les baby boomers qui passent maintenant, qui arrivent à un âge de entre 64 et 80 ans.
Un autre facteur qui explique ce phénomène, c'est l'allongement de l'espérance de vie, qui était de 85,7 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes en 2023. Et on peut aussi expliquer le vieillissement de la population, enfin le ratio du vieillissement de la population par la diminution des naissances, puisqu'en 2023, le nombre de naissances n'avait jamais été aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors cet état de fait soulève beaucoup de questionnements et d'enjeux, et notamment, une augmentation du nombre de personnes, retraitées, une augmentation du nombre de personnes atteintes de maladies chroniques, puisqu'on le sait, les personnes, plus on vieillit, plus on a des risques d'avoir des maladies chroniques et de les cumuler. Une augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie et dépendantes. Une augmentation du nombre de proches aidants et d'aidants professionnels qui vont justement venir accompagner ces personnes en perte d'autonomie. Et également une augmentation du ratio de dépendance démographique. Donc le ratio de dépendance démographique, c'est le rapport entre les personnes âgées de 65 ans et plus, qu'on va considérer comme étant potentiellement dans un besoin d'être accompagnées, et les actifs, donc les personnes entre 20 et 64 ans. Et donc plus ça va, plus ce ratio tend à être important du côté des personnes plus âgées. Et donc ce vieillissement démographique, il provoque une augmentation considérable de seniors fragiles. La santé de ces personnes est appelée à peser sur l'organisation des villes, des quartiers, des villages, de l'habitat et finalement de la société de manière générale, d'autant plus dans un recul à prévoir du nombre de proches aidants. C'est pourquoi il est essentiel de questionner l'écosystème dans lequel nous vivons et vieillissons afin de maximiser les aspects positifs de la gérontocroissance. Le vieillissement de la population est un enjeu pour la société car il entraîne une augmentation du nombre de personnes en perte d'autonomie, comme je le disais, et une augmentation du nombre de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. De nos jours, un Français déclare 3,5 maladies à 60 ans et 6,6 maladies à 90 ans. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, la part de personnes déclarant une maladie chronique augmente de manière très significative avec l'âge. Une maladie chronique désigne une maladie dont les effets persistent dans le temps. Les maladies chroniques communes sont l'arthrite, l'asthme, le cancer ou encore le diabète, et il y en a plein d'autres. Et donc, elles impliquent un suivi sur le long terme et souvent entraînent des limitations fonctionnelles. Environ 56% des personnes de 65 à 74 ans déclarent une maladie chronique. Donc là, c'est ce que vous pouvez voir sur le graphique. Alors que ce sont environ 69% des personnes de 75 à 84 ans et 75,5% des personnes de 85 ans et plus. Autrement dit, seulement 25% des personnes de cette tranche d'âge ne déclarent pas de maladie chronique chez les plus âgés. Ainsi, la gérontocroissance implique une augmentation du nombre de personnes qui ont besoin de soins et de suivi médical. Néanmoins, comme le disait le gérontologue Howell, la sénescence n'est pas une pente que chacun descend à la même vitesse, c'est une volée de marche irrégulière que certains dégringolent plus vite que d'autres. En effet, il existe différents vieillissements et différentes définitions des personnes âgées. La vieillesse est difficile à définir, tant se recouvre ou s'oppose une série de termes sources d'enjeux. On parle de personnes âgées, de vieillards, de troisième âge, du quatrième âge, des aînés, des retraités ou encore des seniors. Le terme senior englobe une grande diversité de situations, du pré-retraité de 60 ans toujours en activité professionnelle aux nonagénaires en perte d'autonomie ou dépendants vivant en établissement spécialisé, sans oublier le septuagénaire qui, tout en restant autonome à domicile, fait appel à des services d'aide à la personne. Les seniors forment ainsi un groupe aux réalités très hétérogène. Il n'est pas simple de déterminer le seuil d'entrée dans la période de vie communément appelée vieillesse. En statistique notamment, on note aussi des différences. Donc sur les études de l'INSEE, de Eurostat ou de l'adresse par exemple, les personnes sont considérées comme seniors à l'âge de 60 ans selon certaines études et à l'âge de 65 ans selon d'autres études. L'INSEE considère également comme pré-seniors les personnes qui ont entre 50 et 64 ans. Elle parle aussi de mid-seniors pour les personnes entre 65 et 74 ans et les grands seniors, les personnes de 75 ans et plus. Pour l'OMS, la diversité des personnes âgées est la première problématique à prendre en compte lorsque l'on développe des politiques de santé publique adaptées. Et selon l'OMS toujours, un défi majeur provient de la diversité absolue des états de santé et des niveaux fonctionnels des personnes âgées. Ceci reflète les changements
physiologiques subtiles qui se produisent au fil du temps, mais ne sont que vaguement associées à l'âge chronologique. L'OMS se réfère à la population âgée en prenant en compte les personnes de 60 ans et plus, en général. Par ailleurs, l'âge de départ à la retraite demeure un marqueur social important également en la matière. Donc objectivement, il n'existe pas de personne âgée type et la manière de définir un senior varie selon les époques, les interlocuteurs ou encore les besoins, qu'ils soient sociaux ou médicaux. Néanmoins, s'il n'y a pas de définition précise pour qualifier les seniors et leurs besoins, un fait est quant à lui inexorable, c'est la diminution des capacités et des sens lorsque l'on vieillit. Vieillir entraîne notamment une diminution de la vue et de l'audition, ce qui peut avoir des impacts importants dans les relations sociales d'une personne, dans sa mobilité ou encore dans ses activités de loisirs. Le vieillissement va aussi de pair avec une diminution des capacités, et notamment de la mobilité, de la force ou de la vitesse, qui là encore va impacter les habitudes de vie d'une personne. Et les personnes âgées ont donc des besoins spécifiques, mais non identiques. C'est une des raisons qui implique la nécessité de penser des solutions en plaçant l'usager au centre, en tenant compte de son écosystème, des caractéristiques changeantes d'un individu à l'autre, et donc d'adopter des méthodes de collecte de données qualitatives et des tests en conditions réelles. Comme énoncé au début, le design s'intéresse aux défis de son époque, le vieillissement de la population en est un. De surcroît, c'est un défi sociétal et social, car il intègre une population vulnérable. La conception de solutions pour répondre à ce défi a donc tout intérêt de s'orienter vers un souci du bien-être d'autrui et de centrer son développement sur l'attention aux responsabilités de chacun. Il semble indispensable, à l'heure où le nombre de personnes concernées par les actions de care est sur le point de déferler, comme on l'a vu sur les statistiques du vieillissement de la population, de comprendre la place qui lui est donnée dans notre société. La santé est un devoir régalien de l'État. Et à ce titre, on peut supposer qu'il est du devoir de l'État de promouvoir, d'encourager et d'accompagner la pratique du care, garant d'une approche humaniste en faveur d'une société durable. D'autre part, la pratique du care étant issue, réalisée et reçue par les individus, elle est indissociable de ces derniers. C'est pourquoi cette notion, ainsi entendue, se répercute à deux niveaux, celui de l'État et celui des individus. Et donc, si l'on adopte une approche par le care dans les réflexions aux défis du vieillissement, cela nous encourage à réfléchir non plus uniquement aux problématiques d'incapacité ou de maladie des personnes âgées, mais à la notion de santé et à ses déterminants. Les travaux de l'OMS montrent qu'il existe des déterminants de santé qui, tout au long de la vie, vont orienter les individus vers un type de vieillissement. On parle notamment des 3 types de vieillissement. Donc bien vieillir ne se limite pas seulement à la gestion des aspects physiologiques, mais englobe également des composantes sociales, psychologiques et environnementales. On note notamment dans les déterminants de la santé l'accès aux soins, les comportements et les habitudes de vie des personnes, les déterminants personnels, notamment sur la santé physique, biologique, des déterminants sociaux, les déterminants économiques et également les environnements dans lesquels on évolue tout au long de notre vie, notre habitat, notre environnement de travail, etc. Selon la définition de l'OMS, les déterminants de la santé sont les facteurs personnels, sociaux, économiques et environnementaux qui déterminent l'état de santé des individus ou des populations. Et l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, nous allons voir quelques exemples d'application du design with care en gérontologie. D'abord, je vais vous présenter un exemple en design d'espace, puis en design de service et un exemple également en design de produits. Okay. Alors, pour commencer, c'est un projet, ici, c'est un projet donc, de l'atelier AA. Donc, c'est une agence d'architecture qui a travaillé avec Domani pour créer un habitat partagé. Et donc, vous voyez ici des photos de la réalisation. Et finalement, ce projet, il a été donc co-construit avec les usagers, avec l'intention de prendre en compte à la fois les besoins fonctionnels des personnes, donc répondre à des caractéristiques spécifiques en termes d'utilisation et d'ergonomie, mais également en termes d'attente et notamment de prise de considération aussi des attentes en termes d'esthétisme dans le logement.
Euh, et donc voilà, l'idée ici qui a été mise en œuvre, c'est vraiment à la fois considérer les besoins fonctionnels en termes d'accessibilité, de mobilité. Donc on va avoir des espaces qui sont pensés pour être pratiques, fonctionnels, et également prendre en considération les besoins émotionnels pour favoriser le bien-être et non pas seulement la fonctionnalité. Et donc forcément, ça implique aussi une recherche sur le choix des matériaux, des couleurs, des matières, etc. Et donc là, l'atelier AA est spécialiste dans ce genre de conception et il travaille beaucoup sur les lieux, les habitats pour les personnes âgées. Un autre exemple ici dont je voulais parler, on pourrait mettre en avant le design with care, c'est notamment la co-conception d'une politique senior pour un bailleur social. Donc c'est ce que nous, chez Alogia, on met en place. Et donc finalement, on a une première phase d'étude qui va consister justement à prendre connaissance du contexte, des besoins, réaliser une étude socio-démographique, s'entretenir avec les acteurs d'un territoire, avec les CCAS, le pôle autonomie, les associations, etc. Discuter également avec les locataires, ici si on est chez un bailleur social, pour vraiment avoir une idée très, très fine des besoins et du fonctionnement d'un territoire et d'un organisme. Ensuite, on passe à une phase de... Donc cette première phase, elle passe beaucoup par de l'entretien et de l'observation. Ensuite, on a une phase de définition, où là, on va par exemple mettre en place des groupes de travail pour la problématisation et la définition des besoins. Par exemple, on va pouvoir identifier une problématique autour des demandes d'adaptation des logements. Donc, quand les locataires font une demande d'adaptation, souvent de leur salle de bain, auprès de leur bailleur, quelle est la procédure qui est mise en place, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. On peut avoir des problématiques autour des mutations, autour de la sous-occupation des logements aussi, parce qu'on a beaucoup de locataires âgés qui vivent seuls dans des grands logements, des problématiques autour des référencements des logements adaptés. Et donc là, l'idée de cette phase, ça va être vraiment de travailler en collaboration avec le bailleur social, avec les collaborateurs du bailleur social, pour clairement, écrire clairement les problématiques. Ensuite, on va avoir une phase d'idéation. Encore une fois, on va pouvoir travailler sous forme de groupe de travail pour co-construire ensemble des pistes de solutions, y compris avec les acteurs du territoire si c'est nécessaire. Donc, on va pouvoir imaginer des solutions partenariales entre le bailleur, une association, le bailleur, un CCS, etc. Et donc, des exemples de solutions qui pourraient sortir de cette phase, ça serait de créer des fiches d'arbitrage pour l'adaptation des logements ou pour les mutations, de créer des procédures pour mettre en place certains services ou certaines solutions, de créer un outil de recensement des logements, une note explicative sur les aspects juridiques. Enfin voilà, là, l'idée, c'est vraiment que toutes les idées soient un petit peu développées et détaillées pour ensuite faire un tri sur les idées principales les plus importantes, toujours en co-construction. Ensuite, on a une phase de prototypage où là, on va réaliser les premières versions de ces outils et de ces solutions, et puis on va les affiner pour ensuite les mettre en test. Par exemple, on va aller tester différents outils chez un bailleur social. Je parlais, je donnais un exemple des fiches d'arbitrage pour l'adaptation des logements. On va par exemple décider sur 6 mois de tester la fiche d'arbitrage donc au sein d'une agence. Et au bout de 6 mois, on va interroger les professionnels qui l'auront testé, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne moins bien, ajuster le modèle pour ensuite passer à la phase d'implémentation. Et donc finalement, on va comme ça passer par toutes ces étapes à la fois de co-construction avec les parties prenantes, avec les usagers, avec les acteurs du territoire, pour aller vers une solution qui soit vraiment bien intégrée dans son écosystème et qui ait pris en compte les besoins des usagers à différents niveaux. Et enfin, dernier exemple, peut-être un petit peu plus concret, c'est un exemple de produit, donc là qui est développé par Aina. Donc c'est un chevet lampe. Et donc Aina, c'est une agence qui
qui est pluridisciplinaire, puisqu'il y a ingénieurs, médecins, designers qui travaillent ensemble sur les projets. Et donc, ils ont conçu ce chevet qui permet donc d'avoir une lampe de chevet classique, avec une petite tablette pour poser des objets, une petite partie au milieu pour ranger des objets, et tout en bas, une plateforme avec une lampe à détection de mouvement, donc qui permet de sécuriser les déplacements nocturnes, tout en ayant en tête, voilà, de considérer les lieux dans lesquels ils allaient être intégrés. Donc, ils ont travaillé sur une dimension, voilà, qui soit plutôt assez peu, pas trop large pour venir être adaptée aux petits espaces, sur roulette pour pouvoir se déplacer, et tout en gardant une esthétique qui soit assez douce et agréable. Donc finalement, pour ce qui concerne les impacts du design with care, on peut noter notamment l'amélioration de la qualité des solutions conçues, puisqu'on a une responsabilisation du concepteur, il va prendre conscience de ce qu'il crée et qu'il crée pour mettre en place dans un contexte, et donc en prendre la responsabilité, et tâcher de faire une solution qui soit adaptée. Ensuite, on a également une amélioration de la qualité grâce à la co-construction, qui va intégrer l'expérience usagée, et également les tests, la mise en test qui va permettre l'identification des défauts et des limites d'une solution, d'un produit ou d'un service, pour l'améliorer avant de passer à la création définitive. Ensuite, on a également des impacts sur le bien-être physique, psychologique et social, notamment par la recherche de solutions qui vont soutenir toutes les autonomies. Donc, on va s'intéresser en design with care, en gérontologie, à la fois à l'autonomie fonctionnelle, mais également à l'autonomie décisionnelle, psychologique, économique, puisqu'on est dans une approche systémique avec justement un intérêt porté à l'usager, à ses besoins, à ses attentes, à ses envies. On va également noter un déplacement de l'objectif central de la conception, qui va être porté sur le prendre soin, qui va devenir la priorité dans la conception. Et enfin, également des impacts au niveau de l'économie de la santé, avec potentiellement une réduction des coûts de soins grâce à la prévention des problèmes de santé, puisque comme je le disais, en design, on est dans la projection, et donc l'objectif, ça va être vraiment d'être dans l'anticipation, et donc en gérontologie, notamment dans la prévention, et donc d'agir en amont des problématiques pour les limiter, les retarder ou les éviter. Et également, on va pouvoir réaliser des économies grâce aux tests avant les implémentations, ce qui va favoriser le droit à l'erreur, et des investissements qui vont être faits après preuve de concept. Au niveau des défis pour le design with care en gérontologie, on va avoir un défi notamment sur le coût des innovations et la mise en œuvre des concepts de design, puisque, bah, comme vous l'avez vu, c'est une méthodologie qui est quand même qui peut être assez chronophage, hein. Ça va demander pas mal de ressources humaines, de savoir-faire, et donc peut-être un temps de développement des produits ou des services qui va être plus long. Également un défi autour du manque de sensibilisation ou de formation des designers aux enjeux du vieillissement. Aujourd'hui, on est de plus en plus formés aux enjeux notamment écologiques, mais les enjeux du vieillissement, c'est pas encore au même niveau. On a également potentiellement un manque de formation des concepteurs à l'approche du care, et on note aussi un détournement des principes du care à des fins marketing. Là, on le voit un petit peu partout, tout est care en ce moment, mais des fois, c'est un peu éloigné des théories fondamentales du care. Au niveau des perspectives, on pourrait faire évoluer le regard sur les vulnérabilités et le grand âge grâce à cette approche du design with care, et justement à la mise en avant des vulnérabilités de chacun, et pas uniquement des personnes plus fragiles. Dans les perspectives, on pourrait aussi valoriser les métiers et les professionnels du care grâce à ces approches, grâce à la prise en considération des expériences et des singularités. Et enfin, s'émanciper du care design pour multiplier le design with care dans un maximum de domaines. Et donc, on pourrait notamment le voir de plus en plus dans l'urbanisme, en architecture, dans les objets du quotidien, pour les transports en commun, les interfaces, etc., etc. Donc finalement, en conclusion,
Si on doit retenir quelques éléments de la définition du design with care, c'est notamment le fait que c'est une approche multisectorielle et voilà, qui peut être intégrée à n'importe quel domaine, qui n'est pas uniquement dans le domaine du soin, mais qui intègre une approche par le soin. L'importance du design with care pour créer des solutions favorables au vieillissement en bonne santé, en considérant notamment la santé comme un état de complet bien-être et pas seulement un état, une absence de maladie ou d'incapacité. Et enfin, des effets bénéfiques multiples, à la fois à l'échelle des individus et à l'échelle de la société. Et j'ai terminé, et donc je laisse la place aux questions. Merci beaucoup, Lisa. Il y en a déjà une quelles sont les différentes méthodes utilisées pour récupérer les données et les observations liées aux besoins des personnes âgées dans l'approche du care design. Alors, il y a plusieurs types de méthodes. En fait, le designer, en général, va choisir la méthode la plus appropriée en fonction du contexte. Donc, on va avoir soit, on peut passer par de l'enquête. Donc ça peut être soit des enquêtes, téléphoniques, des enquêtes, papier. En général, on va notamment travailler avec des partenaires. Par exemple, on peut, travailler avec un CCAS qui va faire passer, des enquêtes auprès des personnes du territoire. On peut aussi travailler avec des entretiens semi-directifs en présentiel, de l'observation, ça peut être du micro-trottoir. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'adapter les solutions. Il y a beaucoup d'outils qui existent en design et qui peuvent être mobilisés pour chaque phase en fait, des étapes du projet de conception. Du coup, Lisa, qui vous sollicite pour faire du care design? Alors nous, chez Alogia, en tout cas, on travaille essentiellement avec les bailleurs sociaux, les caisses de retraite et les collectivités. Mais de plus en plus, on voit des designers qui intègrent des CHU, notamment, qui travaillent sur les parcours patients. Je sais qu'à Bordeaux, par exemple, ils ont travaillé sur les urgences pédiatriques. Donc, il y a un designer, je crois, qui est en thèse d'ailleurs, qui fait sa thèse au sein du CHU et de l'université pour travailler sur le parcours des urgences pédiatriques. Et en fait, de plus en plus, voilà, on voit des organismes et notamment des organismes de santé publique qui vont faire appel à des designers pour réfléchir, en fait, souvent aux organisations, soit à l'organisation, soit à l'espace. D'accord, merci. Est-ce que tu peux juste arrêter ton partage, comme ça tout le monde va pouvoir te voir. Et je vous invite à poser vos questions, j'ai libéré les micros, tout le monde peut participer. Est-ce que déjà tu peux nous partager peut-être une expérience que tu as pu avoir avec, comme tu disais, des personnes qui t'auraient sollicité dans des institutions, par exemple, Moi, j'ai pas travaillé directement avec des hôpitaux, par exemple. Euh, ou des EHPAD? Pas forcément. j'ai travaillé avec des EHPAD, mais c'était pas forcément sur des projets de design. C'était plus sur des actions avec Alogia, mais pas vraiment en design. D'accord. Alors, Je crois que on a une question, enfin, il y a une main oui, levée. allez-y, hein, les micros sont ouverts normalement, vous pouvez intervenir. Oui, bonjour, je suis Madame Piteux Deschamps-Ludivine, je suis directrice d'un EHPAD, Claude de France à Chaille dans le 41. Je ne sais pas si vous aviez vu la question que j'avais posée, moi c'était au questionnaire avant et en fait on, on a un projet de création d'espaces biophiliques. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent et vous avez déjà entendu parler de ces espaces-là? Et nous, c'était vraiment purement au sein des unités protégées pour vraiment créer des espaces design, espaces spécialisés dans les conceptions biophiliques avec des matériaux naturels, lumière naturelle en utilisant des plantes et afin d'améliorer le stress et la qualité de l'air et le bien-être mental de nos résidents. Oui. Alors moi personnellement, non, j'ai pas travaillé sur ce type, d'espace. Mais en fait, comme je le disais tout à l'heure, le rôle du designer, c'est aussi vraiment
il y a toujours une première phase d'appropriation en fait des concepts ou des domaines. Enfin, moi, je suis designer, mais je travaille uniquement dans le domaine du vieillissement. Mais après, il y a des agences de design qui vont changer de projet et de domaine, enfin changer de domaine à chaque fois qu'elles changent de projet. Et donc, il y a vraiment une première phase sur la compréhension du contexte. Donc, vous pourriez tout à fait faire appel à un designer. Du coup, en fait, c'est des designers que j'ai rencontrés lors d'un échange. Et en fait, ils créent ces espaces-là au sein des entreprises. Parce que les gens sont de plus en plus sédentaires. Et du coup, en échangeant avec eux, on a vu l'intérêt de le créer dans des espaces, notamment d'unités sécurisées. Mais c'est vrai que vous voyez, j'ai essayé lors d'un appel à projet de faire une demande aussi d'aide et de subvention par l'ARS. Donc, j'ai eu un refus là, dernièrement. Mais est-ce que vous avez peut-être des pistes qui me permettraient peut-être de réussir à aller plus loin dans cette création d'espace? Alors, en termes, peut-être que vous pourriez faire appel à une AMU, assistance à maîtrise d'usage, justement pour vous épauler, enfin pour vous accompagner sur le développement de ce modèle-là et peut-être bénéficier de subventions dans le cadre du PAI. Ça, c'est à voir avec votre ARS. Et après, sinon, je pense que la question, ce serait surtout de vous faire accompagner, non? Oui, on a des architectes spécialisés pour ça, mais oui, j'aurais besoin, en effet, de me faire un peu plus accompagner. Alors nous, on peut avoir un financement en interne aussi, mais l'objectif, c'était d'être un peu aussi l'exemple, un essai du territoire. Donc, on ne voulait pas juste le faire à notre propre établissement, c'était un petit peu une expérimentation. Mais merci en tout cas. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Alors, nous avons des interactions, je vais les relayer. Alors, le Serge de Sainte-Maure qui dit gros problème. Donc, je relaye, peut-être que vous rajouterez des informations. Gros travail de réflexion sur l'aménagement des chambres en EHPAD pour recréer un vrai espace de vie pour nos résidents au regard de l'augmentation de dépendance des personnes accueillies. On se cale sur des organisations sanitaires. Oui, il y a un vrai travail Voilà. de réflexion qui est indispensable en fait, parce que en effet, la population accueillie est de plus en plus dépendante et devrait l'être de plus en plus, puisqu'on est vraiment dans des politiques publiques en faveur du maintien à domicile le plus longtemps possible. Donc, ce qui implique forcément qu'on est en établissement une fois qu'on n'est plus dépendant. Et en effet, on a aussi toute une volonté politique d'aller vers le virage domiciliaire, le sentiment du chez-soi en EHPAD, etc., qui peut être parfois un peu en contradiction avec la médicalisation en fait de l'espace. Et forcément, ça nécessite voilà, des réflexions particulières. Ça veut dire que c'est pas impossible, c'est peut-être juste un petit peu plus compliqué à mettre en place. Alors, Natacha, je te laisse la parole. Tu as levé la main. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a des généralités à connaître quand on fait du care design ou du design with care? J'ai en tête les essais qui avaient été faits en architecture et soins palliatifs où il y avait la notion justement d'être au plus près possible du domicile alors qu'on n'est pas au domicile, avec notamment une attention sur l'architecture régionale pour reproduire quand on crée des espaces quelque chose qui ressemble aux ambiances locales ou loco-régionales. Et avec l'évolution de l'architecture dans son ensemble, comment on fait entre, par exemple, un centre-ville et une résidence qui serait plus en périphérie, voire en pleine campagne. Est-ce qu'il y a une sorte de cahier des charges type à partir duquel on réfléchit et on brode pour adapter à chaque projet, mais est-ce qu'il y a des incontournables, soit à éviter, soit à promouvoir? Il n'y a pas vraiment de cahier des charges type, si ce n'est plutôt une recherche d'objectifs.
En fait, l'idée, enfin, donc là, quand on parle d'aménagement d'espace plutôt, c'est justement d'être toujours dans cette logique de contextualisation et de considération des besoins. Et ça veut dire que c'est à réinterroger à chaque fois, en fait, pour chaque nouveau projet, il faut re-questionner l'environnement, les habitudes, le climat, enfin voilà, il y a tout est à reprendre en compte à chaque nouveau projet. Alors, il y a des choses qu'on va pouvoir dupliquer d'un projet à l'autre, mais la base, c'est quand même qu'il n'y ait pas de... Enfin, justement, on est sur de l'expérience centrée usager, on n'est pas sur de l'universalité, donc on ne peut pas avoir un cahier des charges type qu'on duplique à l'infini partout en France. C'est justement un petit peu en contradiction avec, avec les objectifs du design with care. On a quand même affaire à des normes et à des... Ah oui, bah ça, voilà, il y a des normes à respecter. donc voilà, il y a déjà ça. Et puis, il y a peut-être des notions de coloris favorables ou de dimensionnement d'entrée de la lumière ou des choses comme ça qui sont très génériques, mais après, à appliquer à des cas particuliers, c'est peut-être aussi éviter de tout réinventer à chaque fois, même si ça peut être intéressant, mais ça peut être long. Et dans nos institutions, et comme partout d'ailleurs, le temps c'est aussi de l'argent et quand on ne peut pas avoir des coûts extensifs tout le temps, est-ce qu'il y a voilà, c'était quelques prérequis sur lesquels il ne faut pas passer. Comme je le disais, une des perspectives, un des défis du design with care, c'est notamment lié aux enjeux économiques, puisque pour mettre en place ce type de projet, ça demande forcément un investissement en ressources humaines qui est un peu plus important, des projets qui sont un peu plus longs. Mais l'idée, c'est aussi de se dire on investit peut-être un peu plus en amont pour avoir des solutions qui sont plus durables et voilà, qui vont perdurer et répondre aux besoins à la fois en termes d'utilisabilité, d'acceptabilité sur le long terme. On parle notamment de solutions qui soient à la fois viables, durables et désirables. Je laisse la parole à Sylvaine Carion. Oui, bonjour. Merci pour très intéressant. J'aurais voulu savoir, parce que on travaille, nous, au niveau de l'aide à domicile, et on a toujours cette difficulté d'avoir du matériel adapté au domicile des gens, avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir avec les marches, les perrons, les portes qui ne sont pas adaptées, toutes ces choses qui compliquent un peu la vie des gens. On a des gens qui se retrouvent, je dis un peu volontairement, prisonniers de leur propre maison. Est-ce que à ce niveau-là, ça fait partie des choses qui peuvent être réfléchies? Oui, complètement, ça pourrait faire. Oui, ça pourrait vraiment faire l'objet. Là, je pense que peut-être de solutions plutôt en termes de produits, en fait. J'imagine Oui. de réflexion de design de produits. Donc là, c'est pas mon domaine d'expertise. Moi, je suis plus en service, mais on pourrait imaginer que, par exemple, l'agence AINA, dont j'ai montré l'exemple de la lampe chevet tout à l'heure, pourrait travailler aussi sur des solutions pour justement favoriser en fait la mobilité au sein du domicile, les aides techniques plus appropriées pour le domicile. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Lisa pour cette présentation. Peut-être que tu voulais rajouter quelque chose? Non, je vois juste un commentaire dans la discussion. Pas de finance égale Oui. pas de design. Oui. On va pouvoir laisser la parole à Emma Sharif, l'interne de gériatrie, qui voulait parler de sa thèse à destination, le questionnaire qu'elle a créé à destination des professionnels des EHPAD. Je vous invite à rester connecté quelques minutes. Emma, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci Vanessa, merci à l'RVMA de m'accueillir et de me soutenir dans ce projet.
Donc oui, moi j'ai un projet qui s'appelle Anticipa. Donc c'est un état des lieux des organisations des EHPAD de toute la région Centre-Val de Loire pour anticiper les prises en charge et la fin de vie des résidents en EHPAD. Concrètement, donc j'ai lancé un questionnaire qui cherche à récupérer un peu les façons de faire et les outils pour discuter des niveaux thérapeutiques et des projets de soins des résidents. Donc concrètement, c'est quel soignant on est à la charge, à quel moment, comment c'est tracé dans les dossiers, toutes ces choses-là en termes d'organisation. Et puis il y a une partie aussi un peu plus sur des questions générales de l'établissement pour avoir un peu une idée des moyens humains et techniques des EHPAD. Donc voilà, c'est un questionnaire qui prend environ une dizaine de minutes que je vous encourage, si vous le pouvez, à remplir en équipe. C'est toujours l'occasion de confronter aussi les visions. Et puis là, le but, c'est vraiment d'avoir, pour moi en tout cas, de récupérer l'organisation la plus réelle, en tout cas dans ce qui se fait dans vos pratiques, pour après voir ce qui peut être fait en fonction des moyens, ce qui peut être amélioré à terme. Là, en tout cas, mon maître de thèse et le médecin qui m'accompagne dans ce projet, c'est François Chaumier, le responsable de l'unité de l'équipe mobile de soins palliatifs de Tours, donc qui propose déjà des formations auprès des EHPAD en soins palliatifs. Donc là, mon travail, en tout cas, vise à compléter le sien et à voir ce qui peut être amélioré. Donc voilà, c'est un questionnaire. Vous avez jusqu'au 10 novembre pour le remplir. Je laisse passer les vacances et puis après, on va clôturer le questionnaire. Donc voilà, je vous embête pas plus. Enfin, moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui est important et je pense qu'il y a des choses à faire qui méritent qu'on s'y attarde. Donc merci à tous ceux qui ont déjà répondu et merci d'avance à ceux qui pourront aussi y contribuer. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci Emma. On pourra du coup relayer une dernière fois cette semaine ton questionnaire à tous les professionnels des EHPAD. Donc je vous invite à y répondre avant de partir en vacances, si c'est le cas pour vous la semaine prochaine. Vous aurez une semaine après les vacances pour le remplir Oui. si vous êtes pris de court. En tout cas, merci d'avance. Merci Emma. Eh ben, merci à tous. Oui, allez-y, je vous écoute. Enfin, allez-y. Vous pouvez intervenir, pardon. Ah non, bon, c'est une fausse manip. Eh ben, merci à tous. Merci beaucoup, Lisa, pour cette intervention, pour ta présentation. On pourra vous envoyer évidemment par mail, comme on le fait habituellement, le relevé de conclusion et puis la présentation de Lisa. Donc, merci d'avoir été connecté sur ce téléstaff. Eh ben, on se retrouve le mois prochain à l'occasion de la semaine de la dénutrition. On se retrouvera le mardi 19 novembre pour parler dénutrition et plus précisément des textures modifiées pour lutter contre la dénutrition avec l'intervention d'une orthophoniste qui nous parlera des troubles de la déglutition et un retour d'expérience d'un cuisinier d'un EHPAD qui travaille en texture modifiée pour faire de belles assiettes pour les résidents. Donc voilà, je vous dis au mois prochain. Passez une bonne journée et bonnes vacances à ceux qui en auront. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.